Bonjour, aujourd'hui nous allons parler de Charlemagne et de l'Empire carolingien. Pour commencer cette leçon, revoyons un peu cette carte qui représente en 476 le bassin méditerranéen. La date n'est pas faite au hasard. À l'ouest, nous avons en fait différents royaumes barbares qui ont remplacé l'Empire romain d'Occident, qui a justement été détruit et a été donc éliminé en 476 justement par le roi Odoacre qui a déposé le dernier empereur romain d'Occident. À l'inverse, vous avez en Orient l'Empire romain d'Orient, c'est-à-dire l'Empire byzantin qui lui est toujours intact. Bref, nous avons une situation très différente par rapport à l'Antiquité. Nous sommes bien au Moyen Âge. Concentrons-nous un petit peu sur ce qui se passe en Occident. Il y a plusieurs royaumes barbares et bien ils vont se faire concurrence et il y en a un qui va finir par s'imposer, c'est le royaume des Francs, représenté ici. Il va être dirigé par le roi Clovis, qui fait partie de la dynastie des Mérovingiens. Il va réussir à conquérir le royaume de Syagrius, une partie du royaume des Visigoths, à s'imposer par rapport aux peuples voisins des Burgondes, des Alamans, etc. Et ce qui se passe, c'est que pour appuyer son pouvoir, légitimer son pouvoir et affirmer son autorité, il ne va pas hésiter à se faire baptiser en tant que chrétien pour pouvoir justement plus facilement régner. Donc, Clovis et ses descendants vont vraiment, effectivement, dans ce cas-là, faire d'incroyables conquêtes qui vont, pour le coup, l'imposer en tant que royaume principal, donc en Occident. Ce qui se passe, c'est que ces rois mérovingiens, ils vont régner donc sur l'Europe occidentale pendant quasiment 3 siècles, mais ça va finir par s'affaiblir et le dernier d'entre eux va être remplacé par son maire du palais, c'est-à-dire une sorte de premier ministre, hein, si vous préférez. C'était donc Pépin le Bref qui va devenir roi à son tour et fonder une nouvelle dynastie. Ça sera la dynastie des Carolingiens en 751. Et ça sera son fils, qui s'appelle Charles Ier, qui va hériter du trône en 768, et c'est lui que nous allons plus particulièrement étudier à partir de maintenant. Donc Charles Ier, lui, ce qu'il va faire, et ce qu'il va falloir retenir, c'est qu'il va se faire couronner et sacrer empereur à Rome en 800 par le pape Léon III. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous avez d'un côté le pape qui cherche une protection de quelqu'un de puissant parce qu'il est menacé, des gens veulent sa mort, alors que Charles Ier, lui, au contraire, il demande à affirmer son autorité en faisant, non pas cette fois-ci sacré roi, mais sacré empereur, pour ressusciter l'Empire romain, ce qui accroîtrait son prestige et son autorité par rapport aux autres. Eh bien, justement, c'est ce qui se passe en l'an 800. C'est comme ça que renaît l'Empire romain d'Occident qui avait disparu en 476. Et on parle bien de renaissance de l'Empire romain d'Occident, car par exemple, dans ce texte, où là, il se fait couronner empereur par donc le pape, eh bien, le peuple, d'après effectivement ce que disent donc cette notice du livre des papes, écrit en 800, eh bien, le peuple aurait dit à Charles très pieux Auguste, par Dieu couronné grand et pacifique empereur, vie et victoire. Donc on le nomme bien empereur, mais on le nomme aussi Auguste, qui est donc justement en fait un ancien titre des empereurs romains. Ça montre bien qu'on est dans un nouvel héritage, récupération d'héritage de l'Empire romain de l'Antiquité. Tout ça se fait à Rome, au sud-est de l'Empire carolingien. Donc, ça veut dire que Charlemagne se veut héritier des empereurs romains de l'Antiquité, c'est pour ça qu'il ressuscite l'institution, que sur ses pièces, il montre bien des titres impériaux de l'Antiquité, donc impérator, Auguste, qu'il se représente avec une couronne de laurier, comme les Césars, avec une toge, comme les Césars. Mais ce qui va être un peu différent, c'est que justement, en fait, il veut aussi montrer que il a tous les pouvoirs, c'est-à-dire en fait, il a donc les pouvoirs militaires, religieux, politiques, judiciaires, donc c'est le pouvoir absolu, et que c'est lié à la religion, de droit divin, c'est-à-dire qu'en fait, ce serait Dieu qui lui aurait permis de pouvoir avoir tout ça. C'est pour ça que sur l'autre pièce de monnaie qui est représentée avec Charlemagne, vous avez donc justement une église, une croix chrétienne, et donc les marques donc de au service des chrétiens pour bien montrer qu'il est là pour Dieu. Comment ça se traduit concrètement? Eh bien, puisqu'il est un empereur au pouvoir absolu, il a tout d'abord le pouvoir politique, c'est-à-dire qu'en fait, il fait les lois, ce qu'on appelle des capitulaires. Eh bien, ce qui se passe, c'est que, par exemple, il va imposer les lettres carolines. Autrement dit, avant, on n'avait que les majuscules. Eh bien, lui, il va inventer les lettres carolines qu'on appelle les minuscules. Caroline, parce que Charles, ça veut dire Carolus, hein, ça veut dire Charles en latin.
Et pour le coup, c'est ce que nous utilisons aujourd'hui, c'est un héritage. De même, il va recréer des écoles pour former le personnel nécessaire à administrer son empire, que ce soit du personnel administratif ou religieux. Donc, justement, ce qui se passe aussi, c'est que ces personnes qui gèrent son empire, donc c'est en fait les comtes et les évêques, eh bien, il doit les surveiller avec des missi dominici, ce qu'on appelle des envoyés du maître, qui vont contrôler, aller en les voir régulièrement, ce qu'ils font pour vérifier qu'ils appliquent bien les lois, les capitulaires de l'empereur Charlemagne. Donc, on est bien ici dans un contrôle direct fait par les lois de Charlemagne. On est dans le pouvoir politique. Ensuite, Charlemagne a aussi le pouvoir militaire en tant qu'empereur au pouvoir absolu. C'est-à-dire qu'il est le chef des armées, donc il va souvent à la guerre. Il faut imaginer que dans tout son règne en tant que roi et qu'empereur, il n'a connu que 2 années sans faire la guerre. Il va commander ses armées, ce qui vont lui permettre de pouvoir justement agrandir son royaume et après donc son empire, aussi bien au sud que à l'est, au nord, et même un tout petit peu à l'ouest. Donc là, effectivement, là, pour le coup, tout ça, c'était dans le but de reconstituer en fait l'ancien territoire de l'Empire romain d'Occident, qui avait disparu, donc on le répète, en 476. Est-ce qu'il est arrivé en entier? Non, bien sûr, mais en tout cas, il domine une partie de l'Europe occidentale. Maintenant, en tant qu'empereur au pouvoir absolu, Charlemagne a aussi un pouvoir religieux. C'est lui qui va diriger en partie, avec le pape, la religion chrétienne dans l'Empire. Pour cela, donc déjà, c'est lui qui nomme les évêques, ceux qui vont justement diriger le personnel de l'Église, qui sont eux-mêmes après chargés de conduire les chrétiens vers la foi et vers les cérémonies religieuses. Et non seulement il les nomme, mais en plus, pour le coup, ils doivent donc les faire contrôler par les missi dominici. En plus de nommer le clergé, il n'hésite pas à imposer des lois liées à la religion. Donc, par exemple, lorsqu'il était roi en 785, il a fait une capitulaire qui disait: Quiconque, par mépris pour le christianisme, refusera de respecter le jeûne du carême sera mis à mort. Autrement dit, la pratique religieuse du jeûne, pour le coup, ça n'est pas respecté, on vous tue. Parce que vous ne respectez pas les préceptes chrétiens catholiques. De même, il dit: tout saxon non baptisé qui refusera de se faire administrer le baptême, voulant rester païen, c'est-à-dire non chrétien, sera mis à mort. Donc là, on est vraiment dans des lois qui imposent le christianisme et qui sont dans les persécutions de ceux qui ne sont pas chrétiens ou qui ne pratiquent pas la religion telle qu'on le demande, telle que le demande l'empereur. Parce que finalement, il demande la conversion ou la mort. Et éventuellement l'esclavage aussi d'ailleurs. Enfin, effectivement, donc Charlemagne, pour montrer qu'il est chrétien, il fait construire, par exemple, la chapelle palatine, qui est un chef-d'œuvre donc du Moyen Âge. Elle se fait entre 792 et 805 pendant son règne, à Aix-la-Chapelle, qui devient la capitale de son empire. C'est là qu'il a construit en fait simplement son palais. Il l'a construit là parce qu'en fait il y avait des sources chaudes, ce qui lui permettait donc de construire des thermes, parce qu'il aimait se baigner dans de l'eau chaude. Et donc, en fait, il a construit la chapelle palatine ici, où vous pouvez venir prier. Elle était sur 2 étages. Au rez-de-chaussée, donc, il y avait donc la salle avec le prêtre pour faire la prière et conduire la messe avec donc les fidèles. L'empereur, lui, était à l'étage. Et donc c'est là qu'il y avait son trône. Et ce n'était pas positionné comme ça de manière anodine. Le but, c'était de se placer sous le dôme, qui est clairement d'inspiration byzantine, qui était aussi doré avec des mosaïques qui représentaient justement aussi le Christ. Et donc en fait, le but, c'était de faire une juxtaposition de haut en bas pour dire que Dieu, représenté donc par la mosaïque, ici dans la coupole, désigne l'empereur installé sur son trône à l'étage pour diriger l'empire carolingien, représenté par le peuple qui est donc en train d'assister à la messe au rez-de-chaussée. Donc résultat, c'est vraiment une façon pour lui de montrer qu'il est le lieutenant de Dieu sur terre et que c'est pour ça qu'il est un empereur au pouvoir absolu, parce qu'il est de droit divin, Dieu l'a désigné pour régner sur l'empire et diffuser le christianisme. Maintenant, Charlemagne, il a aussi un pouvoir judiciaire, c'est-à-dire qu'il rend la justice. Par exemple, il peut rejuger ou juger tous les procès, ça c'est pas un problème. Même si la plupart du temps c'est plutôt les comtes qui le font, hein, mais il peut le faire. Et donc un exemple de jugement, il a transformé la condamnation à mort donc d'un duc, le duc de Bavière qui s'appelait Tassilon III, qui faisait partie de sa famille d'ailleurs, mais qui l'avait trahi. Donc normalement il devait être exécuté. Charlemagne en fait il a dit: je vais pas te condamner à mort, tu vas tout simplement devenir moine comme tes fils, ce qui permet de le neutraliser
et éviter une rébellion. Et c'est comme ça qu'il peut, dans ce cas-là, donc aussi absorber la Bavière. Le règne de Charlemagne, donc, qui a régné en tant qu'empereur entre 800 et 814, je vous rappelle qu'il a régné en tant que roi avant, à partir de 756, eh bien, il montre non seulement qu'il a un pouvoir absolu, parce qu'il a un pouvoir politique, militaire, religieux, judiciaire, mais qu'il est aussi un empereur romain, chrétien. Donc, par exemple, empereur chrétien, parce que bah, justement, il oblige les gens à se convertir au christianisme et à pratiquer donc le christianisme tel qu'il le faut, sous peine d'esclavage ou de mort. Et puis, il construit des églises pour diffuser le christianisme, notamment la chapelle palatine. Et puis, il montre qu'il est un héritier des empereurs romains, parce que justement, il commande une armée pour essayer de reconquérir le territoire de l'ancien empire romain d'Occident. Et il se fait couronner empereur en 800 pour effectivement faire ressusciter l'Empire romain d'Occident qui avait disparu quelques siècles auparavant. Ce que je viens de dire là, je l'ai redit effectivement un peu plus tard, j'en parlerai. Mais ce qui se passe donc, c'est que cet empire carolingien, en tout cas, il est moins durable que l'empire byzantin, parce que déjà, premier problème, c'est que dans la tradition des Francs, l'héritage est de diviser le territoire à donner à ses différents enfants. Donc résultat, Charlemagne, il va donner son empire, donc en fait à Louis le Pieux, qui à ce moment-là, pour le coup, est tout seul, parce que les autres sont déjà morts. Mais Louis le Pieux, lui, effectivement, là, par contre, il a trois fils. Il va donc, en fait, diviser son empire en trois parties différentes, ce qui, à chaque fois, donc, va provoquer des guerres. Mais en tout cas, ça permettra donc de faire apparaître les ancêtres de la France et de l'Allemagne. Quoi qu'il en soit, après, il y a une autre raison qui explique pourquoi ces rois carolingiens ne vont pas durer extrêmement longtemps. C'est parce qu'en plus, donc ces empires, ces royaumes, ces rois carolingiens vont connaître pas mal d'invasions qui viennent des Vikings, qui vont par exemple s'installer en Normandie. Normandie, les hommes du Nord, Normannes, qui viennent effectivement aussi donc du monde musulman ou encore effectivement des Hongrois. Donc résultat, ces rois carolingiens vont régner jusqu'en 987, et avec après l'apparition d'une nouvelle dynastie, ça sera les Capétiens, mais ça c'est une autre histoire. Donc, pour résumer cette leçon, Charlemagne, il a donc régné en tant qu'empereur de 800 à 814, donc dans l'Empire carolingien, en Europe occidentale, avec pour capitale Aix-la-Chapelle, parce qu'il s'est fait couronner empereur par le pape Léon III en 800. Il y avait un échange de procédés, tu me protèges et je te couronne empereur. Ça permet donc de ressusciter l'Empire romain d'Occident, qui avait pas disparu en 476. Et c'est comme ça que pour le coup, il peut gouverner en ayant tous les pouvoirs, militaires, politiques, religieux et judiciaires, donc pouvoir absolu, de droit divin, parce que c'est désigné par Dieu. Pour voir si vous avez compris cette leçon, je vais vous demander de répondre à ces 6 questions flashcards, questions-réponses. Mettez la vidéo en pause pour voir si vous avez tout compris et surtout avoir le temps de répondre à ces questions-là. Après, vous remettez la vidéo en lecture pour pouvoir passer à la correction. Allez, je vous laisse mettre la vidéo en pause. D'accord, là on estime que vous avez répondu aux questions, vous voulez voir la correction. Eh bien c'est parti, voici la correction. Si tout est bon, bravo. S'il y a des erreurs, n'hésitez pas d'abord à les corriger avant de mettre fin à la vidéo. Et je vous dis au revoir et à la prochaine.